Si on revient historiquement sur Paul Hotelet, sur lequel on avait fini la dernière fois, on peut considérer en tout cas en deux images qu'il est possible de visualiser une accélération, passage entre deux conceptions de l'indexation et de l'organisation des connaissances qui peut facilement s'illustrer avec les fameux tiroirs et fichiers du Mundaneum, du répertoire bibliographique universel, qui deviennent dans une autre dimension informatique et cloud computing, les fameux data centers de chez Google. Et quelque part, notre histoire des métadonnées, de l'indexation, des logiques indiciaires est parfaitement illustrée par cette évolution au niveau du XXe et du XXIe siècle. Si on revient sur la petite pyramide des métadonnées que je vous propose dans son évolution historique, notamment dans ses dimensions bibliothéconomiques et documentaires, on a une évolution qui va des tablettes d'argile qu'on avait vues avec Bernard Stiegler, en passant par les premiers catalogues de bibliothèque, presque des proto-catalogues, les pinnaces du bibliothécaire d'Alexandrie, et puis on va remonter petit à petit avec des logiques de fiches cartonnées normalisées, d'autres dispositifs. J'ai pas trop le temps de détailler exactement cette histoire, mais je vous rappelle qu'au départ, les premières cartes de bibliothèque, les fiches de bibliothèque étaient faites sur des cartes à jouer, et notamment sur les versos des cartes à jouer. Ça va beaucoup être utilisé à partir du XVIIIe siècle, et ce sera aussi une pratique extrêmement courante qui se fera chez pas mal d'intellectuels et chercheurs au XVIIIe siècle. Puis donc on ira jusqu'à la normalisation autour de Paul Hotelet, Henri Lafontaine, les formats MARC qui sont les premiers formats informatiques pour les catalogues de bibliothèques informatisés. Il existe différents types de formats MARC selon les pays, mais l'objectif, ça a été d'aller vers une interopérabilité, une mutualisation facilitée. Puis vont arriver en tout cas à la période du web les métadonnées de Dublin Core, dont l'objectif était d'indexer ici tout simplement les ressources numériques et notamment les ressources du web, mais j'y reviendrai. Puis un autre type de métadonnées, type RDF, qui renvoie plutôt au web sémantique. Ça, ce sont des choses que vous verrez dans un autre cours l'année prochaine, qui ont pour but ici de préciser les éléments, les relations qui existent entre des ressources et d'autres ressources, mais surtout d'autres éléments normalisés, c'est-à-dire qu'une ressource a bien été écrite par tel ou tel auteur, qu'elle a été publiée en telle année, qu'elle a été réalisée dans quel contexte géographique ou temporel. Tout ça font partie de ces métadonnées sémantiques qui aujourd'hui ont une concrétisation, mais plutôt dans les collections un peu normalisées, musées, bibliothèques notamment, plutôt qu'une réelle application sur l'ensemble du web tel que le souhaitait initialement Tim Berners-Lee. Ce qu'il faut retenir en tout cas pour nous, c'est les différentes indexations professionnelles et que sont les classifications qu'on a vues précédemment avec la classification Dewey et la classification décimale universelle, et sur lesquelles on reviendra, en s'interrogeant si c'est encore possible de faire pareil pour le web. La question des vedettes matières, qui sont une logique classificatoire spécifique développée plutôt pour les bibliothèques, notamment les bibliothèques universitaires, avec une indexation que vous pouvez rencontrer parfois sur les notices des catalogues, y compris le catalogue Babor, et qui a émergé plutôt dans le contexte américain, dans la bibliothèque du Congrès, dont on avait parlé la dernière fois avec John Edgar Hoover. La bibliothèque du Congrès va faire des vedettes matières spécifiques, en tout cas pour décrire les documents. Et souvent, ce sont des logiques un peu combinatoires. Du côté français, on a un répertoire des autorités matières qui s'appelle RAMO, qui est beaucoup utilisé en bibliothèque. La notion de thésaurus, j'y reviendrai, j'y consacrerai un petit aparté dans ce cours, qui consiste à décrire en tout cas des documents, une série de documents, mais les thésaurus sont généralement spécifiques, spécialisés, voire ultra spécialisés, même s'il existe des exceptions, c'est-à-dire des thésaurus à portée véritablement universelle, notamment le thésaurus de l'UNESCO. L'indexation automatisée, on reverra. Ici, on n'est pas dans une méthode de langage documentaire ou de langage professionnel. On est dans des méthodes de traitement automatisé informatique avec des
des méthodes, et des stratégies qui diffèrent, en tout cas de l'indexation professionnelle. Là aussi, on reverra un peu plus ça en détail puisque ce sont, ces systèmes qui sont aujourd'hui massivement utilisés, notamment dans les moteurs de recherche. Les foxonomies, on y consacrera aussi quelques séances. Ce sont des dispositifs qui permettent tout simplement d'apposer des tags. Puis les ontologies, c'est ce qui se rapporte à la question du web sémantique, c'est l'idée de pouvoir formaliser un domaine de connaissances en définissant de façon informatique l'ensemble des relations qui existent dans ce champ. La question qui va nous intéresser particulièrement, c'est celle des métadonnées web. Historiquement, les métadonnées web ont été pensées par Berners-Lee, mais de manière relativement souple, et ce sont des métadonnées qui apparaissent dans le code de la page HTML, dans les balises dites méta. Ces balises méta prenaient en compte le fait de pouvoir mettre une meta title, c'est-à-dire le titre du document, en plus de la balise title, puis des métadonnées de type meta description et meta keywords. Dans le principe, ces éléments devaient être repris par les moteurs de recherche et affichés dans la liste des résultats. Très vite, Berners-Lee a considéré que cette marque sémantique était intéressante mais insuffisante et qu'il fallait aller plus loin, et que donc d'autres personnes vont commencer à réfléchir à comment améliorer ces métadonnées. Seulement entre-temps va se produire un événement majeur qui va bousculer un peu l'équilibre du web et puis qui aboutira à l'émergence de nouveaux outils, notamment de nouveaux moteurs de recherche, dont Google, et tout ça c'est à cause de Pamela Anderson. Alors pas seulement, mais ce que j'appelle l'effet Pamela, c'est tout simplement que dans cette petite métadonnée qui étaient mises par les webmasters eux-mêmes, la plupart n'étaient pas des documentalistes ou des bibliothécaires et étaient très souvent dépourvus de tout sens de l'éthique. L'objectif était de générer de l'audience, de la visite, et on s'était aperçu dans les analyses de requêtes que les requêtes les plus fréquentes portaient sur des sujets un peu triviaux, un peu pornographiques, ou sur des stars comme Pamela Anderson. Pamela Anderson qui à l'époque est extrêmement célèbre pour les séries dans lesquelles elle tournait et en même temps pour sa vie sentimentale et sexuelle qui s'affichait à peu près partout, et notamment pour une histoire de sextape qui était sortie sur le web. Du coup, au niveau des requêtes, Pamela Anderson arrivait en première position, ce qui a très vite tenté les webmasters, notamment en trafiquant les métadonnées de leur site et en mettant en meta keywords Pamela Anderson. Cette logique-là, on va le retrouver chez beaucoup de webmasters, puisque ça s'affiche pas directement, hein, sur le site. Il faut aller voir dans le code source pour voir que Pamela Anderson a été indiquée. Ce sera même le cas chez une candidate à la mairie de Paris, Françoise de Panafieux, où on s'apercevra que le webmaster du site a mis Pamela Anderson dans les métadonnées. Ça va aboutir en tout cas à une période un peu particulière où le référencement devient une pratique qui consiste souvent à fausser un peu les résultats. Et à partir de là, les moteurs de recherche deviennent de plus en plus inefficients. Et par conséquent, lorsque Google arrive sur le marché avec une nouvelle logique de classement, le PageRank, et un nouvel algorithme, dans son algorithme, Google va minorer, voire considérer les métadonnées comme étant nulles et non avenues, ce qui va évidemment bouleverser l'histoire du web sémantique dans sa grande ambition, mais en tout cas d'un web mieux documenté et documentaire, qui va, là pour le coup, se trouver fortement ralenti. C'est embêtant puisqu'à l'époque, un consortium, en tout cas de bibliothécaires, de documentalistes, de spécialistes du web, cherche à améliorer l'indexation du web, et pour ça considère que les métadonnées qu'avait entrevues Berners-Lee sont clairement insuffisantes et qu'il faut proposer de nouveaux champs, et le Dublin Core va naître dans ce cadre. Alors Dublin Core, pourquoi? Ça n'a rien à voir avec la ville irlandaise, c'est un Dublin aux États-Unis qui a été le premier lieu de rendez-vous dans lequel l'équipe des professionnels de l'info s'est réunie et petit à petit a abouti à une normalisation avec plusieurs champs que vous voyez à l'écran, et vous voyez qu'ici on en a 15 ou 16 qui sont laissés relativement en libre choix au webmaster, mais on est quand même dans une idée un peu idéale d'un web qui allait se retrouver pleinement documenté, et on est dans l'idée quelque part de transformer le web en une sorte de base de données documentaire sur laquelle on va pouvoir faire des requêtes extrêmement précises, qu'on va être dans des logiques de recherche avancées, de filtrage extrêmement fins,
Et finalement, cette logique-là va être, très, très peu appliquée. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des sites web qui présentent du Dublin Core, mais leur prise en compte, en tout cas par les moteurs de recherche, est pas extrême et c'est pas là que ça se joue, en tout cas au niveau du référencement, même si parfois ça peut, avoir quelques valeurs ajoutées dans certains cadres. En fait, le Dublin Core va être beaucoup plus utilisé comme un espèce de langage pivot sur les descriptions, les schémas de métadonnées, de ressources numériques, et on retrouve du Dublin Core plutôt aujourd'hui dans des collections numériques, plutôt que sur l'ensemble du web, et donc cette histoire-là a été quelque peu, bouleversée. La question de l'indexation aussi, historiquement interroge sur des aspects, plutôt, d'indexation personnelle, c'est-à-dire que la normalisation, en tout cas voulue, a tendance à oublier qu'il existe des pratiques personnelles qui sont pas toujours, collaboratives, collectives et qui n'ont parfois rien d'éthique, comme on l'a vu avec l'affaire Pamela Anderson, mais aussi parfois on indexe ses propres ressources pour ses propres besoins et on le fait avec des logiques qui sont, totalement, personnelles. Ce qui fait que le développement des Foxonomies, traduit parfois cette tension entre des besoins personnels, des choses qui ne sont signifiantes que pour celui qui a créé de l'indexation, et puis des besoins, collectifs et collaboratifs, ce qui aboutit à quelques difficultés. Plus encore, en tout cas, est posée, la nécessité parfois de voir si on peut pas séparer, la ressource de son indexation, d'avoir à disposition en fait deux fichiers informatiques différents. Ce qui n'était pas le cas dans les pages web, puisque la page web, en fait, contient, du code, mais, au sein du code, étaient intégrées directement les métadonnées. Dans les logiques de collection, on va de plus en plus séparer en fait la ressource elle-même de son indexation, notamment lorsque l'indexation est un peu poussée avec des schémas de métadonnées type Dublin Core. Ça permet aussi de pouvoir distinguer finalement différents types d'indexation et de pouvoir séparer, des besoins d'indexation collective ou collaborative, puis des besoins d'indexation plutôt de type personnel. Et puis pour finir sur cette, dernière vidéo de la première partie, une petite anecdote avec, Umberto Eco, qui, raconte justement, des pratiques d'indexation personnelle, à propos d'un ouvrage qui est celui d'Étienne Gilson, qui était, un historien notamment de la philosophie du Moyen Âge, un ouvrage très connu. Et Étienne Gilson a produit d'ailleurs à la fin un espèce d'index des noms propres des personnages, qui est un peu étonnante puisque c'est classé par, ordre, d'auteur, mais par, les prénoms plutôt que par les noms. Pourquoi? Parce que beaucoup d'auteurs sont plutôt connus par leurs prénoms puisqu'il y a beaucoup de saints. Et ce que raconte Umberto Eco, c'est que c'est un ouvrage qu'il a utilisé pendant une trentaine d'années, qu'il a annoté, qu'il a colorié, il y a plein de post-it. Malheureusement, au fur et à mesure du temps, l'ouvrage s'est lui-même dégradé, ce qui fait qu'au moment où l'ouvrage se dégrade, il perd aussi toute la valeur ajoutée qu'il a produite, toute cette indexation personnelle, alors que peut-être dans des systèmes un peu numériques, on pourrait imaginer, tout un travail d'indexation qui serait conservé avec une ressource, externalisée, et en plus ce travail d'indexation pourrait être potentiellement par la suite, partagé. Sur la petite histoire d'Umberto Eco. Alors cet ouvrage, je le connais bien et je le raconte assez souvent, c'est que moi ce que je déplore, c'est que je n'ai pas de version numérique de cet ouvrage et que très souvent, le besoin que j'aurais, c'est plutôt de faire des recherches, en indexation automatique, en recherchant en contrôle F dedans pour, rapidement retrouver l'information. Mais en tout cas, ça c'était une petite déclaration d'Umberto Eco que vous pouvez retrouver dans cet ouvrage, «N'espérez pas vous débarrasser des livres», qui est extrêmement intéressant et qui est en fait, une série de discussions, de questions-réponses avec Jean-Claude Carrière, et que je vous invite à lire, et qui est au CRM. Voilà, j'ai fini la première partie qui est assez dense en matière de contenu et de vidéo. Je vous invite bien à lire et à relire, et en tout cas ne pas hésiter à poser des questions à partir des ressources complémentaires que je vous ai données sur le site. Et ben, on se retrouve pour la suite.